Vigo. Enchantée de vous recevoir à Saint-Souverain et que vous ayez accepté de venir. On est très content de vous recevoir en tant qu'ex-sous-préfet et diplomate du Quai d'Orsay, devenu ensuite gilet jaune. Vous êtes beaucoup engagé, vous êtes allé sur le terrain pour filmer les manifestations et la gestion du maintien de l'ordre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on vous reçoit aujourd'hui, pour avoir votre avis et votre expertise en tant que professionnel du maintien de l'ordre. Vous avez quand même travaillé beaucoup dans ce domaine. Et avec votre expérience plus tard dans les manifestations en tant que cette fois citoyen. Pour commencer, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que c'est un sous-préfet pour vulgariser un peu aux étudiants ? Le corps préfectoral est organisé, il y a les sous-préfets et le préfet. Le préfet, c'est lui qui dirige dans le département et ou la région. Et les sous-préfets sont ses adjoints. Et moi, j'étais directeur de cabinet. Et le directeur de cabinet, c'est celui qui supervise les services de police, gendarmerie, la politique de lutte contre la délinquance dans le département, les dispositifs de maintien de l'ordre et aussi toute la partie sécurité civile avec les pompiers, gestion des catastrophes naturelles, industrielles, comme on parle beaucoup en ce moment. Donc ça, c'est le rôle classique d'un directeur de cabinet dans un département. Et donc, comment en êtes-vous venu à quitter cette fonction ? En fait, moi, je suis diplomate au départ et j'ai fait une mobilité dans le corps préfectoral de 5 années et je suis retourné dans le corps diplomatique. Et en 2013, je me suis mis en disponibilité. J'ai quitté le corps diplomatique pour monter mon entreprise et faire du conseil à titre privé. Donc je suis en disponibilité aujourd'hui. Et donc j'ai un lien toujours juridique avec l'administration, parce que j'ai le droit à 10 ans de disponibilité. J'arrive au bout d'ailleurs de ce délai-là. Mais je travaille à mon compte. Et je ne suis pas payé par l'administration. Si j'ai un devoir de réserve, il est très atténué. Ça me permet de prendre la parole publiquement et dans les médias. Je ne suis pas astreint au même devoir de réserve qu'un fonctionnaire qui est en poste. Mais voilà, je suis en disponibilité aujourd'hui. Donc c'était dans le cadre de ma carrière de haut fonctionnaire où j'ai fait 5 ans dans le corps préfectoral. Et du coup, avec cette expérience que vous avez, on aimerait savoir quelle serait votre définition personnelle, on va dire, de la police, si vous aviez une définition. Il y a beaucoup de débats sur qu'est-ce que c'est que la police, quelles sont les missions de la police. Et moi, j'entends beaucoup de choses et j'inviterai tout le monde à avoir une définition la plus simple possible. J'aime pas beaucoup entendre que la police est là pour défendre les institutions et la République parce que ça veut tout dire et rien dire. Et surtout, ça voudrait dire qu'il y aurait une mission prioritaire de défendre le pouvoir et pas la population. Donc en fait, moi, je pense que la mission de la police, c'est protéger les personnes et les biens. Je crois que c'est ça d'abord la mission de la police. La police et de la gendarmerie, bien évidemment. Et la hiérarchie, elle est bien évidemment en priorité les personnes, ensuite les biens. Le pouvoir, c'est aussi des personnes et des biens, mais ils ne sont pas prioritaires sur les autres membres de la population, sur les autres citoyens. Donc je trouve que c'est dangereux de considérer que on dit la police, c'est le dernier rempart des institutions, on entend régulièrement ça dans le débat public. Non, attention, parce que ça voudrait dire que la population, du coup, n'est plus prioritaire dans les missions de police, alors que l'essence de la police et de la gendarmerie, c'est d'abord de nous protéger au quotidien. Quels sont, selon vous, les 3 principes du maintien de l'ordre ? Alors il y a d'abord ceux qu'on m'a enseignés et qui ont bien changé depuis. Ce qu'on m'avait enseigné, c'était d'abord la première mission des forces de sécurité dans une manifestation, c'est d'abord d'assurer la sécurité de la manifestation. Tout le monde l'a oublié, mais c'est d'abord ça. Et moi, quand j'étais sous-préfet, la première chose qu'on faisait, c'est que quand on avait un itinéraire de la manifestation, c'est qu'on disposait des équipages de police le long de l'itinéraire pour couper la circulation, de façon à ce qu'il n'y ait pas de véhicules qui rentrent dans le cortège pour garantir la sécurité des manifestants. Alors inutile de vous dire que ça, tout le monde l'a oublié. Le deuxième principe, qui était un principe intangible, tel qu'on me l'a enseigné, c'est la désescalade. C'est toutes les manœuvres que vous devez exécuter doivent concourir à la désescalade, à la baisse de la tension. Et le troisième principe qu'on m'a enseigné, c'est jamais de nasse. Pourquoi ? Parce que quand les manifestants se sentent nassés, ils ont des comportements irrationnels et ils mettent en danger à la fois les forces de sécurité et eux-mêmes. Donc ça, c'est ce qu'on m'a enseigné quand j'étais sous-préfet, donc de 2003 à 2008. Et quand j'ai expérimenté ça en tant que manifestant à partir de 2018, j'ai vu que c'était tout le contraire. Alors, la sécurité des manifestants, tout le monde s'en fiche, c'est plus du tout la mission de la police, ça c'est clair. La désescalade, c'est le contraire, c'est la stratégie de la tension ou la stratégie de la terreur, c'est-à-dire d'impacter les manifestants, de leur faire peur et de les dissuader de revenir. Et puis la pratique des nasses systématiques et en plus de charges dans les nasses, donc en plus vous ne pouvez même pas vous échapper. Et donc on est passé en fait d'une stratégie du maintien de l'ordre à une stratégie de la répression pour faire taire un mouvement de contestation. Mais le maintien de l'ordre, c'est pas faire taire la contestation, c'est l'encadrer.
C'est ça le maintien de l'ordre dans un état de droit, c'est encadrer la contestation et encadrer la colère, parce qu'une manifestation, c'est d'abord l'expression d'une colère. Mais là, désormais, c'est pas d'encadrer la colère et l'expression de cette colère, c'est la faire taire. Et donc ça s'appelle de la répression. Et donc, selon vous, à quel moment on passe de cette frontière entre le maintien de l'ordre et la répression ? En discutant, alors moi je l'ai expérimenté dans le mouvement des Gilets jaunes, mais tous les gens qui ont l'habitude des contestations sociales disent qu'il y a une bascule avec les lois travail. En fait, historiquement, dans la Ve République, il y a eu des périodes, il y a eu des mouvements sociaux qui ont été durement réprimés. On connaît tous mai 68, mais on connaît surtout l'ignominie de Charonne, du métro Charonne à Paris, où d'ailleurs on ne sait toujours pas combien de personnes ont été tuées par les policiers. Donc il y a eu historiquement des moments durs, mais en termes de doctrine, dans l'espace contemporain, récent, les gens disent qu'il y a une vraie rupture avec les manifestations contre les lois travail et que ça s'est prolongé sur le mouvement des Gilets jaunes et depuis lors ça ne cesse d'aller crescendo. C'est-à-dire que moi je l'observe dans les manifestations, c'est que désormais la règle c'est la répression. On impacte les manifestants, on leur fait peur, il y a une disproportion de l'emploi de la force. Pour faire mal, il y a un détournement des règles de droit, c'est évident, et il y a surtout une police qui est en roue libre total. Donc il y a une bascule à partir de la répression des manifestations contre les lois travail, et ça n'a cessé de se prolonger, et aujourd'hui on a un pouvoir politique qui ne gouverne que comme ça, puisqu'il n'y a plus de débat au Parlement, puisqu'il n'y a pas de dialogue social, puisqu'il n'y a plus de débat politique du reste. C'est des camps qui s'opposent, c'est vraiment une logique de camp, comme l'a très bien dit le préfet de police l'allemand à Paris. Et bien, toute la colère se déverse dans la rue. Il n'y a plus de filtre entre le débat politique et la rue. Et aujourd'hui, ce que fait le pouvoir politique, c'est qu'il fait taire la colère. La colère véhicule, sur la forme, elle peut être contestable, mais elle véhicule des messages qu'en démocratie on doit entendre. Sauf que là, le gouvernement, désormais, fonctionne avec « on fait taire la colère ». Mais donc ces policiers sont formés et vous êtes assez critique justement sur cette formation des policiers en France. Je vous cite notamment retirer les épreuves de résistance, de gestion au stress car ça éliminait trop de gens. C'est ce que vous expliquiez dans une interview pour Civicio. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette formation, nous dire en quoi elle consiste ? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a des unités spécialisées dans le maintien de l'ordre en France. Ce sont les gendarmes mobiles et les CRS. Et depuis le mouvement des Gilets jaunes, on voit que les unités les plus employées dans le maintien de l'ordre sont les unités les moins spécialisées, c'est-à-dire les moins bien formées dans le maintien de l'ordre. C'est-à-dire c'est les unités départementales, on a beaucoup vu les BAC, les brigades anticriminalité engagées notamment au début du mouvement des Gilets jaunes, sont des fonctionnaires de police qui n'ont aucune formation en maintien de l'ordre. Les BAC, aucune formation en maintien de l'ordre. Les unités départementales, elles ont un vernis de formation, surtout aux violences urbaines, mais pas au maintien de l'ordre ou très peu. On a vu lors des émeutes de juillet dernier, ils ont engagé le RAID. Le RAID n'est pas du tout formé au maintien de l'ordre. Il est formé aux violences urbaines, éventuellement, mais pas au maintien de l'ordre. Donc il y a déjà un problème, c'est qu'on a des unités spécialisées et qui sont bien formées en France, les CRS et les gendarmes mobiles, surtout les gendarmes mobiles au maintien de l'ordre, qui sont les moins utilisés dans les manœuvres dites dynamiques en maintien de l'ordre, c'est-à-dire quand ils vont au contact des manifestants. Et on utilise des unités qui ne sont pas spécialisées, mais c'est des unités obéissantes et violentes. Donc il y a déjà ce problème-là. Et en plus, il y a un problème structurel de formation, en particulier dans la police nationale. La formation initiale a été réduite, alors même si Darmanin a changé la règle et c'est revenu, je crois, à 12 mois pour les gardiens de la paix. Ça ne s'appelle plus les gardiens de la paix, mais on les appelle comme moi, je continue à les appeler comme ça. Et enfin si, c'est un grade en tout cas. Donc la formation initiale avait été réduite. La formation continue n'existe quasiment pas. Il faut savoir qu'un policier a 3 séances de tir par an. Tous les spécialistes des armes disent qu'il faudrait minimum une séance par mois. Minimum. Moi, j'ai discuté avec un policier dans le 93. Il m'expliquait que quand il a été formé au LBD, donc, parce qu'il faut être accrédité, donc vous avez 3 jours de formation. Une fois que vous avez reçu la formation, vous avez le droit d'utiliser un LBD. Ça faisait 10 ans qu'il avait été formé. Pas de rappel de formation, rien du tout. Donc il y a le problème de l'emploi des mauvaises unités, mais pour des raisons politiques motivées dans le maintien de l'ordre, et il y a un problème structurel de formation de la police, plus le recrutement, puisque effectivement la police nationale, en particulier en Ile-de-France, a du mal à recruter. Donc ils ont baissé les notes déjà de recrutement, parce qu'on recrute à partir de 7 sur 20. Inutile de vous dire que si on commençait à accorder des examens à 7 sur 20 dans d'autres disciplines, on entendrait tout le monde hurler sur les plateaux de télévision. Et puis on a supprimé, le gouvernement a supprimé cette fameuse épreuve de résistance au stress parce que ça éliminait trop de candidats.
Donc ça veut dire que ça fait quelques années que de nombreux effectifs de police, notamment en Île-de-France, sont rentrés avec des profils qui ne sont pas adéquats avec la mission. Et ces gens-là, on va les gérer pendant toute une carrière. Et ça fait quelques années que ça dure et c'est pas vraiment en train d'évoluer. C'est-à-dire que même s'il y a eu quelques mesures cosmétiques, les problèmes systémiques demeurent. Ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. D'abord, les effectifs de police ont été en décroissance continue depuis 2007, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Ça aussi, c'est un paradoxe. Lui qui était le chantre du soutien à la police et à une politique de fermeté a détricoté les effectifs de police et de gendarmerie. Ça a été poursuivi sous François Hollande, ça a été poursuivi sous le premier mandat d'Emmanuel Macron, et là, le début du deuxième mandat, il arrête l'hémorragie. Donc, en fait, je ne sais pas si le budget de la police augmente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont perdu beaucoup d'effectifs. Donc, c'est un vrai sujet. Ensuite, ça dépend. Si vous mettez du budget dans la police pour les former, pour qu'ils puissent remplir leur mission au service de la population, c'est OK. Mais si vous mettez du budget dans la police pour acheter des armes de guerre, pour faire du maintien de l'ordre, comme vous l'avez peut-être vu récemment, il y a une commande de grenades lacrymogènes qui ont été faites en perspective des Jeux Olympiques de 2024. Dans cette commande globale de grenades lacrymogènes, il y a 6 fois plus de grenades explosives que dans la commande précédente il y a quelques années. Donc en plus, on utilise encore plus de matériel de guerre, parce que les grenades explosives sont classifiées matériel de guerre, tout comme le LBD, pour faire du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a quand même un problème conceptuel et politique de se dire, face à son peuple, on utilise du matériel de guerre. Et ça, ce débat-là n'existe pas et il est inquiétant. Donc si c'est pour financer ce type, moi que j'appelle des dérives, non, il ne faut pas donner de l'argent à la police. Si c'est pour améliorer la mission de service public qui incombe aux forces de l'ordre, mais au service de la population, oui. Non, tous les jours, vous pouvez récolter des centaines, des milliers de témoignages de gens qui vous disent, en fait, moi, citoyen lambda, quand je vais déposer plainte ou quand j'ai besoin de la police, on me dit on peut pas, il n'y a pas d'effectif. Récemment, moi j'ai un ami commerçant qui a eu un ransomware et il devait payer une rançon de 3 500 € pour pouvoir de nouveau accéder à son logiciel de comptabilité. Il est allé voir la police et la police a dit 3 500 € c'est un montant trop faible, on ne va pas enquêter, il faut que vous payiez, débrouillez-vous, quoi. Et donc la police n'est plus au service de la population. Moi, il y a quelques années, je me suis fait voler des vélos chez moi. J'ai appelé le commissariat et je leur ai dit, voilà, on s'est fait voler les vélos. Ils me disent, faites un dépôt de plainte pour l'assurance. Mais je dis, mais vous venez pas faire des relevés d'empreintes et tout. Ah non, mais on n'a pas les effectifs. Donc ces missions au quotidien auprès de la population, ils n'ont pas les moyens de le faire, c'est très clair. Par contre, c'est sûr que pour protéger les déplacements d'Emmanuel Macron, il n'y a jamais de problème de moyens. Il n'y a jamais de problème de moyens. C'est même une débauche de moyens, avec des hélicoptères qui volent, avec des tireurs sur les toits, avec des rangées de cars de gendarmes mobiles et de CRS, pour tous les membres du gouvernement d'ailleurs, pas que pour Emmanuel Macron. Donc c'est ça le vrai problème. Et aujourd'hui, moi je le dis clairement, on a 2 polices qui évoluent. Il y a la police qui protège le pouvoir, qui a les moyens illimités, et la police au service de la population qui souffre. Et c'est probablement plus cette police-là où il y a des suicides. Parce que c'est une police qui souffre, et du coup c'est une institution qui est maltraitante pour les policiers. Moi je pense qu'il y a un problème avec le rôle des syndicats dans la police, très clairement. Que l'institution police et des syndicats pour défendre les intérêts de la corporation, c'est pas choquant en soi. Ce qui en est fait, en revanche, désormais est choquant. D'abord, il y a une espèce de cogestion entre les syndicats et le pouvoir politique. Il y a des relations malsaines, alliances qui menacent le pouvoir politique. On accorde des droits aux policiers hallucinants. L'histoire de vous prenez le train gratuitement quand vous portez votre arme. Mais enfin, quel est l'impératif de sécurité qui justifie ça? À quel moment, dans les 20 dernières années, on a eu un policier qui n'a pas pu intervenir parce qu'il n'avait pas son arme et qu'il avait payé son billet de train? C'est le truc, c'est ça. Donc en fait, il y a une relation très malsaine entre certains syndicats de police et le pouvoir politique. Donc ça, c'est déjà un problème. Mais surtout, vous avez 2 institutions qui font la police en France. Vous avez la police et la gendarmerie. La police a le droit aux syndicats, pas la gendarmerie. Donc déjà, il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi la gendarmerie? Parce que c'est un statut militaire. Mais donc, si elles font les mêmes missions, elles devraient avoir les mêmes droits et les mêmes contraintes. Moi, je pense que les forces de sécurité ne devraient pas avoir de droit syndical. Donc il ne devrait pas y avoir de syndicats. L'expérience des syndicats de police, elle n'est pas bonne. Ça n'est pas bon, ça a créé des relations malsaines avec le pouvoir politique. Les représentants des syndicats policiers sont sur tous les plateaux de télévision dès qu'il y a le moindre fait divers. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la procédure, mais la commentent.
Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont aucune légitimité. C'est pas parce qu'ils sont syndicats de police qu'ils peuvent commenter. Mais dans l'esprit des gens, on pense qu'ils ont une légitimité. Donc en plus, ils sortent complètement de leur rôle de syndicat. Ils sont les commentateurs des faits divers. Il y a n'importe quel fait divers, vous les voyez sur les plateaux de télévision, SGP, Police, FO. Enfin, ils sont tous là. Donc c'est pas le rôle des syndicats, clairement. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à ce que désormais on considère que le droit syndical, ni chez les gendarmes, ni chez les policiers, il n'existe, terminé, et on fonctionne autrement. Et après, on peut, d'un point de vue administratif et de l'administration, avoir des enceintes de concertation entre la hiérarchie et les fonctionnaires de police. Mais le droit syndical a été clairement dévoyé. Et aujourd'hui, on voit bien le syndicat Alliance, qui est désormais un syndicat majoritaire, mais il tient des propos qui sont d'abord des propos politiques. Ce ne sont pas des propos de syndicats, ce sont des propos politiques. On parlait de la manifestation devant l'Assemblée nationale en disant la justice est un problème. Moi, je suis allé à cette manifestation. C'est effrayant. C'est effrayant. Et en plus, il y avait des représentants de la classe politique. C'est encore ça qui est plus effrayant. Et de gauche. C'est encore ça qui est plus effrayant. C'est-à-dire que vous avez des syndicats de police qui viennent faire pression devant l'Assemblée nationale. C'est quand même pas le rôle des syndicats. Pour dire à la représentation nationale, utilisez votre pouvoir législatif pour limiter le pouvoir de la justice, on s'en occupe. Mais si les policiers sont aussi les justiciers, on dérive dans un État autoritaire. Ça n'est plus un État de droit. Je rappelle, le concept de l'État de droit, c'est qu'un policier ou un gendarme, il doit faire cesser une infraction et interpeller l'auteur en employant la force strictement nécessaire pour remettre à la justice, parce qu'il n'y a que la justice qui sanctionne, et pas la police. Mais là, les policiers, ils sont en train de vous dire « Ne nous embêtez pas avec la justice, on va s'en occuper. Nous, on va faire la police et la justice. » Et ça, c'est une dérive vraiment vers un modèle autoritaire, et les syndicats portent ce message-là, et c'est ça qui est inquiétant. Alors, elle est développée dans la police, mais en fait, elle est dans toutes les institutions. La culture de l'omerta, c'est d'abord l'addition des lâchetés individuelles. Il ne faut jamais l'oublier. L'être humain est ce qu'il est, et que dans une ligne hiérarchique, vous avez d'abord des gens qui peuvent être lâches et qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Et quand il y a des problèmes comme ça, c'est peut-être plus simple de fermer les yeux. Donc il y a déjà le fonctionnement humain qui fait qu'une addition de lâcheté constitue l'omerta en elle-même. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui ont décidé de mettre en place l'omerta, c'est souvent juste l'addition de lâcheté individuelle. Ça existe dans tous les milieux. On le voit bien sur les violences sexistes, où la parole commence à se libérer, et on se rend compte à quel point dans tous les milieux, tout le monde savait sur certaines personnes, et tout le monde se taisait. Donc ce qui est choquant dans la police, en tout cas ce qui nous fait peur, c'est que d'abord les policiers sont armés, et qu'ils ont des prérogatives de droit qui font qu'on serait en droit d'exiger d'eux qu'ils soient d'autant plus exemplaires. Et donc c'est là où l'omerta est dangereuse, c'est qu'ils ont des prérogatives de droit, ils sont armés, donc ils ont un pouvoir de coercition. Donc la contrepartie de tout ça, c'est qu'ils devraient être vraiment exemplaires. Mais cette omerta, elle existe dans tous les milieux constitués par des groupes humains, malheureusement. Il y a sûrement plusieurs explications. Moi, je rappelle toujours que c'est un métier très difficile, policier et gendarme, parce que votre quotidien, c'est d'être confronté au côté obscur de l'être humain, toute la journée. Vous coltinez la misère sociale, en fait, du monde. C'est ça le métier de policier, quand même, tous les jours. Et ça, c'est quand même très dur. C'est-à-dire que c'est psychologiquement éprouvant. C'est aussi un métier où il y a très peu de reconnaissance. Il faut le reconnaître, les policiers ne bénéficient que de très peu de reconnaissance. Et tout être humain a besoin de reconnaissance. Donc dès que vous avez une fragilité, la spirale infernale se met en route. Et surtout, c'est une institution qui ne protège pas ces fonctionnaires. Il n'y a pas des mécanismes qui sont mis en place pour protéger les fonctionnaires, des mécanismes d'alerte et d'accompagnement. Donc, métier difficile. Quand une fragilité, quelle qu'elle soit individuelle ou collective, se met la spirale infernale, c'est la chute. Et le passage à l'acte est d'autant plus facile qu'ils ont des armes. Donc c'est d'autant plus facile qu'il suffit d'utiliser leur arme de service et de se loger une balle dans la tête et c'est terminé. Donc le passage à l'acte est facilité en plus par la possibilité d'avoir... Enfin, ils ont accès à une arme. Donc, et ce qui est vraiment dramatique là-dedans, c'est que les statistiques au fil des années continuent de montrer que le malaise est vraiment profondément enraciné dans la police. Il y en a dans la gendarmerie aussi. Et que là, pour le coup, le pouvoir politique ne fait absolument rien.
Et je pense que le malaise, en particulier dans la police, mais aussi dans la gendarmerie, mais je pense que c'est encore plus marqué dans la police, le malaise va grandissant. Il y a vraiment une souffrance des fonctionnaires de police parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, qu'ils n'ont pas de reconnaissance. Et comme je le disais, toute la partie qui est liée aux missions quotidiennes au service de la population, ils le font dans des conditions déplorables, vraiment déplorables. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la reconnaissance, il n'y a pas l'encadrement, il n'y a pas la volonté politique que ça se passe mieux. Donc le plus dramatique dans tout ça, c'est que le pouvoir politique ne s'intéresse pas à ce sujet-là. Ben voilà, on voit les syndicats, ils mettent ça sur la table régulièrement, mais leur silence est vite acheté par des mesures corporatistes. Ce que disent les policiers, c'est qu'il y a un vrai changement dans le management à partir des années Sarkozy, pas Sarkozy élu président, mais Sarkozy ministre de l'Intérieur, donc sous Jacques Chirac, avec cette politique du chiffre. La politique du chiffre a mis une pression énorme sur toute la ligne hiérarchique. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'étais sous-préfet directeur de cabinet, c'est que le directeur départemental de la sécurité publique, qui est un commissaire principal divisionnaire, il fait du tableau Excel, quoi. Il va plus sur le terrain, il n'a plus le temps de... Alors il rencontre les quelques policiers qui croisent dans l'hôtel de police, mais il n'a plus le temps d'aller sur le terrain, il doit faire du reporting en permanence, et ensuite il doit attribuer les primes en fonction de la politique du chiffre, c'est-à-dire des statistiques. Donc qu'est-ce que ça, en plus, ça a engendré, c'est que les policiers se sont concentrés sur des infractions qui rapportent plus en termes de statistiques que d'autres, mais ça a créé un mal-être et une souffrance terrible. Et surtout, ça a désorganisé complètement la chaîne de management qui est obsédée par la politique du chiffre, par les statistiques, qui a complètement laissé tomber le management. Et moi, je le vois beaucoup sur le maintien de l'ordre sur le terrain, c'est que l'encadrement sur le terrain n'existe plus. Les policiers sont livrés à eux-mêmes complètement. Alors qu'il y a un encadrement supérieur, généralement ils sont plutôt dans les bureaux, plus l'encadrement sur le terrain, mais toute cette ligne hiérarchique a démissionné de sa fonction managériale. Et une des explications, c'est que cette pression de la politique du chiffre a vraiment désorganisé le management de la police. Et je le dis souvent, et d'ailleurs il y a beaucoup de témoignages de policiers, c'est que c'est vraiment une institution qui est malheureusement trop souvent maltraitante pour les fonctionnaires de police. Non, alors ça peut les expliquer, ça les justifiera jamais. Et c'est pareil, ce sont des êtres humains, donc il y aura toujours des dérapages de policiers et de gendarmes. L'objectif de la hiérarchie, c'est d'en réduire le nombre. Pour réduire le nombre, il faut que l'encadrement sur le terrain et dans la hiérarchie supérieure soit extrêmement vigilante à chacun des fonctionnaires de police. Quand vous avez un fonctionnaire de police, parce qu'ils sont quand même, c'est des équipes, ils travaillent ensemble, quand vous avez un fonctionnaire de police qui commence à avoir des problèmes dans sa vie privée, qui est un peu plus fragilisé, bref, vous faites attention à lui, vous ne lui confiez pas des missions dangereuses, vous l'envoyez pas faire du maintien de l'ordre, c'est des choses comme ça, c'est vraiment de la bienveillance managériale sur laquelle il faudrait... Ça ne se passe pas du tout, malheureusement. Mais par contre, les pétages de plomb, les dérapages, les bavures, comme on les appelait avant, parce que c'est un terme qu'on n'utilise plus du tout, mais les bavures, il y en aura toujours. L'ambition de l'institution, ça devrait être d'en réduire le nombre, toujours plus. Quand le jeune Naël a été, pardonnez-moi l'expression, exécuté, parce que quand on regarde la vidéo, moi c'est le verbe qui me vient à l'esprit. C'est une exécution, c'est pas... Bref, après la procédure judiciaire est en cours, on verra ce que ça donnera. Les conclusions qu'en ont tirées le gouvernement, ça n'est rien sur l'événement déclencheur, absolument rien. C'est tout sur les conséquences qui ont suivi, c'est-à-dire comment on peut réprimer encore plus la colère. Mais il n'y a pas eu une seule mesure pour se dire, en fait, il y a un élément déclencheur, et ce n'est pas la première fois sur les 20 dernières années que c'est ce type d'élément déclencheur qui met le feu aux poudres. Comment on pourrait faire en sorte que ça réduise ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne devrait pas avoir un débat sur l'emploi des armes? Cette fameuse modification de la loi qui permet l'ouverture du feu désormais sur les refus d'obtempérer, tous les gens un peu normalement constitués disent qu'il faut faire une évaluation de cette modification législative parce qu'il y a une rupture en termes de statistiques sur l'ouverture du feu à partir du moment où la loi est modifiée et on voit les ouvertures de feu ont été crescendo, le nombre de tués par la police augmente, on est en train de devenir, on s'américanise en fait. La police française devient comme la police américaine et on s'habitue à ce que la police tue de plus en plus. Et personne ne dit, en fait, il faudrait peut-être avoir une réflexion sur la doctrine d'emploi des armes, sur l'ouverture du feu, comment on fait pour que ça soit réduit, ça. On ne peut pas se satisfaire qu'un policier tue un jeune et que tout le monde dise circuler, il n'y a rien à voir.
Alors, je pense qu'en maintien de l'ordre, ça devient systémique, ça c'est clair. Pour moi, ça devient systémique, mais ça devient systémique parce que c'est en fait l'ordre politique, qu'il soit explicite ou implicite. Si vous faites de la répression politique, vous utilisez la violence. Je rappelle aussi en termes de sémantique que dans un état de droit, toutes les violences sont illégales. Donc la police n'a pas le droit à la violence, la police a le droit à l'emploi de la force. Parce que Darmanin s'est essayé à faire de la sociologie politique en citant Max Weber. D'abord, il l'a mal cité, parce que Max Weber dit l'État revendique le monopole de la violence légitime, il le revendique, ça ne veut pas dire qu'il l'a, mais il le revendique. Et deuxièmement, c'est de la sociologie politique. Mais nous, on est dans un état de droit, donc c'est la loi qui compte. Et la loi parle de l'emploi de la force. Et dès qu'on bascule dans le vocable de violence, c'est par essence, par nature, par droit de jurer, c'est illégal. Le code pénal condamne toutes les violences. Donc ça, c'est le premier point important. Mais je pense que c'est devenu systémique dans le maintien de l'ordre, parce que la répression politique implique cette conséquence-là. Et dans les quartiers dits difficiles, populaires, quelle que soit l'appellation que vous donnez, ça fait quand même près de 30 ans qu'il y a une forme d'impunité et qu'il n'y a surtout pas un examen de conscience. Moi, je suis prêt à entendre le discours des policiers, et je pense que c'est une réalité, que leur métier est de plus en plus difficile dans les quartiers difficiles, par essence. Mais ok, mais on se met autour d'une table et on voit comment on peut être efficace et limiter la casse. Alors sur le mouvement des Gilets jaunes, ce qui est frappant, c'est qu'il y a au moins 30 personnes éborgnées, 4 ou 5 personnes qui ont perdu la main à cause de grenades explosives, parce que la 5e personne, on ne sait pas d'où ça vient trop, et que personne ne se dise, en fait, le maintien de l'ordre a échoué en France. Un bilan humain comme ça, c'est catastrophique pour une démocratie et un état de droit. Ce qui se passe dans les banlieues, c'est catastrophique. Mais pas depuis Naël, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est catastrophique. C'est-à-dire que ce rapport dégradé entre la police et les jeunes de ces quartiers-là, le nombre de blessés, de morts, c'est pas acceptable. Et personne ne veut débattre de ça. Donc je ne sais pas si en dehors du maintien de l'ordre, c'est systémique. En tout cas, ce qui est systémique, c'est l'impunité et le refus d'avoir un débat politique sur ces questions-là, et le refus d'avoir une ambition politique qui consisterait à dire on doit faire en sorte que les techniques policières réduisent le bilan humain, en fait. C'est ça l'ambition. Moi, je trouve que ce serait une ambition noble et difficile pour la police de se dire chaque année, voilà, s'il y a tant de personnes tuées, on ne peut pas s'en satisfaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce nombre ? C'est pas normal que quelqu'un meure dans une intervention de police, ça n'est pas normal. C'est silence radio, quoi. On ne veut pas d'ennui. Et vous voyez que l'omerta, c'est pas juste taire, c'est aussi mentir pour couvrir. Parce que la première version des policiers pour Naël, c'est pas du tout ce que si la vidéo n'avait pas existé, je suis même pas sûr que... Enfin si, il y aurait eu une enquête parce qu'il y a ouverture du feu, tout ça, mais les policiers n'auraient pas été mis en examen. Ils auraient été entendus en tant que témoins. Donc à Marseille, parce que dans la répression des émeutes, à Marseille, donc il y a eu ce jeune qui a eu la moitié du crâne, mais il y a une autre personne qui a été tuée à Marseille, dans l'indifférence générale. Ce type-là a été probablement, d'après ce qu'on dit, quasiment exécuté. Et les policiers, c'est pareil. Ils ont raconté n'importe quoi. Ils reviennent au commissariat, ils font une première restitution. Heureusement qu'il y a de la vidéosurveillance. Heureusement qu'il y a de la vidéosurveillance et que tout d'un coup, on les confronte à un mensonge. C'est-à-dire que la lâcheté que nous avons tous à un moment donné dans notre vie consiste à détourner le regard et fermer les yeux, c'est une chose. Mais à organiser un mensonge pour couvrir des actes illégaux, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Et clairement, ça existe et ça n'est pas sanctionné. Et une nouvelle fois, il n'y a pas de débat sur ces sujets-là. Personne ne se dit, il y a un problème. Moi, j'ai été témoin dans une procédure judiciaire de l'arrestation d'un gilet jaune à Toulouse. J'ai fourni la vidéo qui démentait la version du policier. Le policier dit qu'il y avait rébellion. Moi, j'ai filmé l'interpellation. Dès que les policiers sont sur lui, il ne bouge plus, le gilet jaune. Mais comme ils l'ont blessé dans l'interpellation, il fallait justifier la blessure. Donc, en plus, il a fait un malaise en garde à vue, il a dû être évacué aux urgences, etc. Mais le tribunal a condamné le gilet jaune malgré ma vidéo. Alors que le policier a fait un faux en écriture publique, un faux PV, parjure, puisqu'il a confirmé sa version à la barre du tribunal, et que le président du tribunal n'a à aucun moment interrogé le policier en disant « mais en fait, ce que vous avez raconté ne correspond pas à la vidéo de M. Bigot, donc qui ment ?» Donc il y a, au-delà d'ailleurs de l'institution police, il y a aussi une question de la justice, mais la justice elle est bien embêtée, c'est que tous les jours elle travaille avec la police. Donc si elle commence à poursuivre les policiers et qu'il y ait une défiance entre la police et la justice qui existe du reste, mais si elle s'accentue, un magistrat, quand il fait une enquête, il s'appuie sur les policiers et les gendarmes, c'est pas lui qui enquête. Il fait certes des auditions, mais les 3/4 des actes d'enquête, c'est les policiers et les gendarmes. Donc ils travaillent tous les jours ensemble. Donc il y a aussi une forme de connivence.
Clairement, ce qui m'a frappé dans la dernière contestation de la réforme des retraites, c'est que c'est un mouvement encadré par les syndicats jusqu'à l'utilisation du 49.3. Et à partir du 49.3, les jeunes rentrent dans le mouvement. Il y a vraiment une rupture. Parce que je pense qu'il y a eu une prise de conscience politique que le 49.3 était d'abord une violence politique. Et j'ai vu notamment à Paris, dans les manifestations, où on voyait beaucoup de jeunes à partir de l'utilisation du 49.3 qui venaient en manifestation, qui pour les trois quarts n'avaient jamais manifesté, et ont découvert la violence de la répression. Et le cri de ralliement de tous ces jeunes, c'était le même, c'est ACAB. C'est que dans les manifestations sauvages, pour savoir qui était manifestant, il y avait toujours une personne qui criait ACAB et tout le monde répondait ACAB. Et c'était le cri de ralliement. Mais les politiques s'en fichent complètement des jeunes. Et notamment ceux qui nous dirigent, parce que c'est pas leur électorat. Donc ils vous sortiront toujours les sondages en disant que 80% de la population française a confiance dans la police et tout ça. Mais moi, je suis aussi assez inquiet de voir que cette génération-là, le premier contact qu'il y a eu avec la police est un contact violent. C'est pareil pour les jeunes des quartiers sensibles. Les contacts qu'ils ont avec la police sont des scènes humiliantes, des contacts violents, des propos racistes, etc. Et que ces gens-là, et à juste titre, vont probablement pendant de très longues années être anti-flics et que ce n'est pas bon pour une république. Mais là c'est pareil, les politiques s'en fichent complètement. Alors il y a une partie de la gauche française qui s'en inquiète, mais aujourd'hui la coalition politique qui est au pouvoir, c'est-à-dire alors, du centre, de la droite et l'extrême droite qui n'est pas au pouvoir mais qui est des auxiliaires du pouvoir, c'est pas leur sujet, ils s'en fichent complètement. En fait, leur logiciel, c'est d'abord, c'est pas mon électorat, donc je m'en fiche, et puis ils ont eu ce qu'ils méritaient, quoi. Mais pour moi, c'est effectivement inquiétant. C'est inquiétant parce que c'est une génération qui va détester la police et qui n'aura pas confiance en la police. On a besoin de la police. Donc c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler, mais tant que le maintien de l'ordre sera aussi violent, tant que la répression dans les quartiers sensibles sera aussi violente et l'impunité la règle, on va fabriquer des générations anti-flics. Il n'y a pas de dialogue. De toute façon, là, dans le maintien de l'ordre, il n'y a aucun dialogue. C'est la répression, c'est tout. Mais effectivement, maintenant, on ne peut plus aller en manifestation sans son masque, sans ses lunettes de piscine. C'est indispensable. Et moi qui filme avec ma fille, il y a même eu 2 ou 3 manifs pendant la contestation de la réforme des retraites où on y est allé avec des casques de vélo. Parce que moi, il y a une manifestation où je me suis fait assommer par un CRS qui m'a donné un coup de matraque sur la tête. Donc, et on voit de plus en plus d'ailleurs les journalistes, les reporters, qui soient indépendants ou même des médias mainstream, on a l'impression qu'ils sont en zone de guerre quand ils viennent couvrir les manifestations. Ils sont équipés, c'est impressionnant. Ils ont les masques à gaz, ils ont les vrais casques, certains ont des casques de moto. Ça devrait quand même singulièrement nous inquiéter tous, cette dérive-là. Mais je le dis une nouvelle fois, les gens qui nous dirigent ne sont pas du tout sensibles à ça. Moi, je pense en revanche que c'est un héritage, parce que malheureusement, je pense que quand on a 20 ans et qu'on devient anti-flic par ces expériences-là, on garde cette aversion de la police pendant très longtemps, et que c'est pas bon pour une société, qu'on a besoin de travailler sur ça, vraiment. Ce qui fabrique le réel des gens, c'est ce qui est dit sur les médias mainstream ou sur les réseaux sociaux. Parce que si personne ne regardait les chaînes d'information continue, si personne n'avait de réseaux sociaux, personne ne saurait que ça existe, en fait. Donc c'est là où la fabrique de la perception du monde, elle est essentiellement faite aujourd'hui par des tierces personnes. C'est-à-dire que rares sont les gens qui peuvent se faire une idée d'un sujet parce qu'ils en vivent l'expérience. Pour se faire une idée d'une manifestation, il faut aller en manifestation. Sauf que 95% des Français se font l'idée de la manifestation par rapport à ce que les médias leur racontent ou ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Les médias mainstream, qui ont quand même un impact majeur sur la société française, eux ont une ligne éditoriale qui est claire. Ces mouvements de contestation sont violents, la police est toujours légitime, et donc la répression se justifie. Le résultat des courses, c'est qu'on raconte une histoire qui a un angle politique et qui ne correspond pas à la réalité. Donc les médias indépendants, les reporters indépendants, on les appelle reporters indépendants, c'est pas des journalistes, hein. Moi je suis un simple citoyen et je filme, ma fille est une simple citoyenne et elle filme. Mais ça permet un petit peu d'équilibrer, mais en même temps,
les gens convaincus regardent les images de violences policières et les gens convaincus que les manifestants sont violents vont regarder les médias mainstream qui racontent ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est ce qu'on appelle le biais cognitif de confirmation. On va chercher l'information qui confirme nos convictions. Et il n'y a plus d'espace de débat, de dialogue, que ce soit ni au Parlement ni dans les médias, qui permettrait de confronter ces points de vue et peut-être d'arriver à ce que certaines personnes évoluent dans leur point de vue dans les deux camps, du reste, dans les deux camps. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est devenu très binaire. Le débat est devenu très binaire, la couverture des événements est devenue très binaire. C'est soit on est pro-flic, soit on est anti-flic. Ben non, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est d'autant plus choquant que si on appelle les manifestants de Sainte-Soline des éco-terroristes, les terroristes du Bataclan, on les appelle comment ? On les appelle comment ? Parce que si on les met, et d'ailleurs il y a pas mal d'associations de victimes des attentats de 2015 qui se sont émues de l'emploi de éco-terroristes en disant non, le terrorisme c'est pas ça. Le terrorisme c'est ce qui s'est passé au Bataclan. Donc la sémantique elle est dangereuse parce qu'elle nous explique en fait que ce sont des ennemis. Et qu'est-ce qu'on fait d'un ennemi ? On le neutralise. Et donc en fait, on prépare les gens à la répression, à la réponse violente à cette contestation. Et la sémantique, elle est vraiment clairement faite pour ça. Donc, et le plus inquiétant, c'est que non seulement Gérald Darmanin a utilisé cette expression, mais que c'est sorti récemment, là, dans l'école de formation des officiers de police, ils ont un module sur les éco-terroristes. C'est qu'on les forme à ça. C'est-à-dire qu'on considère que c'est la menace sur laquelle il faut former les policiers. Donc c'est pas juste de la sémantique, c'est que ça devient institutionnel. C'est une menace. Donc les éco-terroristes, non, c'est des gens qui contestent, aussi radicaux soient-ils. Parce que c'est vrai qu'à Sainte-Soline, il y a des mouvements très, très radicaux de contestation sur le sujet écologique, mais ce ne sont pas des terroristes. Et la sémantique est vraiment en ça dangereuse. Il y a eu d'autres phrases pendant le mouvement des Gilets jaunes. Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, qui qualifiait les Gilets jaunes de factieux. Enfin, factieux, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, c'est le 6 février 1932 devant l'Assemblée nationale. C'est les ligues d'extrême droite qui veulent renverser le pouvoir, en fait. C'est ça, un factieux. Mais les Gilets jaunes, c'est pas ça. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est Emmanuel Macron qui dit, pendant le mouvement des Gilets jaunes, tous ceux qui vont manifester le samedi sont complices du pire. Ben non, ils exercent un droit constitutionnel, celui de manifester. Donc cette sémantique-là, il faut y être attentif parce qu'elle a toujours un objectif. Et le durcissement de la sémantique a un objectif très clair, c'est de légitimer la répression derrière. Oui, clairement, il y a quand même de plus en plus de gens qui vous disent « je ne vais pas manifester parce que j'ai peur ». Alors certaines personnes qui ne sont pas allées en manifestation mais qui ont vu les images et qui ne veulent pas y aller, mais aussi beaucoup de gens qui sont allés en manifestation, qui ont vécu l'expérience de la répression et qui disent « non, mais moi j'y retourne pas, j'ai peur ». Mais c'est inquiétant qu'on en soit là. C'est quand même super inquiétant que des gens disent en France « j'ai peur de manifester ». On n'a pas peur de manifester. Si vous vous comportez bien, vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Sauf que les gens ont désormais peur parce qu'ils savent que même s'ils ne commettent pas d'infraction, ils sont susceptibles d'être victimes de violences policières. Donc c'est ça qui fait peur. Donc il y a une claire dérive autoritaire et la répression, elle n'est pas que policière, elle est judiciaire, elle est économique aussi avec les amendes. Il faut savoir que pendant le mouvement des Gilets jaunes, on a augmenté l'amende pour sanctionner le non-respect d'un arrêté préfectoral, c'est passé de 35 € à 135. 135 €, c'est 10% du SMIC mensuel. Je peux vous dire que chez les Gilets jaunes, où il y avait beaucoup de gens qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent, vous prenez une fois une amende, deux fois une amende, vous ne revenez pas en manifestation. Mais au nom de quoi ? C'est-à-dire qu'on sanctionne l'exercice d'une liberté fondamentale de manifester, on prend au portefeuille et on décourage les gens de revenir manifester. Et il y a une dérive des interdictions de manifestation, parce que les Gilets jaunes ne déclaraient pas leur manifestation. Donc pour contrer ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a demandé au préfet de prendre des arrêtés d'interdiction sur des périmètres très larges, notamment en centre-ville, et de sanctionner toute personne qui rentrait dans ces périmètres et qui avait l'intention de manifester. Donc ces dérives-là, ça ressemble, enfin moi je la qualifie de dérive autoritaire, c'est-à-dire qu'elle nous conteste, elle réduit l'espace des libertés, très clairement. Oui, bah là c'est évident. Et c'est pas en le niant qu'on va régler le problème. Donc il y a des affaires qui sortent régulièrement. Heureusement que désormais il y a le téléphone portable, les gens peuvent enregistrer, peuvent filmer, mais ça sort régulièrement. Il y a des témoignages de policiers eux-mêmes, des policiers racisés qui disent qu'eux-mêmes en tant que policiers vivent le racisme. J'ai participé à une rencontre des lanceurs d'alerte là, début novembre.
il y a une ancienne policière, Fanta Kebe, qui témoignait du racisme elle a été pendant 10 ans gardien de la paix. Mais son témoignage m'a glacé le sang. C'est fou ce qu'on osait lui dire. Dès l'école de police, ça a commencé. Dès l'école de police, quand il fallait jouer le rôle du délinquant, les instructeurs disaient toi, Fanta, c'est ton rôle. Tu vas jouer le rôle du manifestant ou du délinquant. Je me suis dit, c'est juste incroyable. Donc le racisme dans la police, il est déjà contre les policiers racisés. Déjà, ils vivent ça mal. Les violences sexistes et les propos sexistes, c'est hitou. Et ça, c'est malheureusement aussi une longue tradition de cette institution. Et en plus, il y a les comportements racistes, les violences racistes, les propos racistes contre la population. Et ça, c'est une réalité. Et personne ne veut en parler. Mais c'est une réalité. Il faut qu'on règle ce problème-là. C'est les témoignages dans les quartiers sensibles, et on en ramasse à l'appel. Moi, j'ai la bonne couleur de peau. Je ne me fais pas contrôler. Mais j'ai des amis qui n'ont pas la bonne couleur de peau, mais le nombre de fois où ils se font contrôler, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, j'ai un ami qui était même député macroniste sous la précédente législature, qui est métis. Et un jour, il s'est fait contrôler. Il est issu de quartier assez difficile de l'Essonne. Il a très bien réussi. C'est un consultant. Il gagne très très bien sa vie. Il n'était pas député à l'époque quand il s'est fait contrôler. Et il donne des cours de taekwondo dans les quartiers difficiles. Et il a une belle Audi, donc il se gare. Les flics débarquent. Et ils ont commencé à lui dire, mais toi, en plus il avait une coupe un peu afro à l'époque, il a dit, mais toi tu dois être trafiquant de drogue, parce qu'il était en costard, il avait une belle voiture. Ils ont désossé sa voiture devant ses élèves. Et il leur a expliqué, il a dit, moi je suis consultant, je gagne bien ma vie, je viens donner des cours ici. Et ben il a dit, j'ai vécu une humiliation terrible, terrible. Et dès le début, le biais raciste était évident. Parce qu'il a dit, toi t'es métis, t'es noir, quoi. Puis dans un quartier difficile, tu as une belle bagnole, tu es bien sapé, tu peux être qu'un trafiquant de drogue. Et ça, c'est pareil, il n'y a pas de volonté politique de s'attaquer à ça. C'est-à-dire, de faire émerger la parole, de la recueillir, et puis de travailler sur comment on fait pour réconcilier à minima, au moins la police, avec ces populations racisées qui, tous les jours, vivent ça, quoi. Tous les jours. Le fait qu'il y ait une impunité sur ce sujet-là, ça rend complice l'institution. Moi, je considère que l'institution est complice. À partir du moment où il y a de très nombreux témoignages de policiers eux-mêmes qui vivent le racisme, de policiers racisés qui vivent le racisme dans l'institution, plus les populations racisées qui vivent ce racisme-là, des témoignages, il y en a plein. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? À part les dénégations du ministre de l'Intérieur, des syndicats de police, ils nous disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est des comportements isolés. Ben non, c'est pas vrai. Le problème, c'est que même si c'était le fait que d'individus, il y a d'abord l'impunité rend complice l'institution et le pouvoir politique. Ça me paraît assez évident. Et le fait qu'il y ait une impunité, ça libère aussi les instincts racistes de certains fonctionnaires de police qui disent là, c'est open bar. Et il y a des comportements, il y a aussi des dress codes. Régulièrement, les reporters indépendants voient soit des tatouages qui sont très clairement racistes sur certains policiers, ou des écussons qui rajoutent sur leurs uniformes, qui font appel à une imagerie de l'extrême droite raciste notoire. C'est un vrai sujet, ça, et personne s'y attaque. Qu'il y ait un débat politique annuel au Parlement sur le fonctionnement de la police, etc., de façon à ce qu'on s'habitue politiquement à en discuter, et de manière la plus apaisée possible, et l'habitude créerait la sérénité de ce débat-là. Donc déjà, l'échelon politique, je pense que ça serait vraiment important. Deuxièmement, il faut réformer l'IGPN. En fait, il faut créer une instance indépendante qui puisse réguler et sanctionner les comportements des policiers déviants. Aujourd'hui, plus personne n'a confiance dans cette institution, l'IGPN, qui est juge et partie, qui ne sanctionne pas, qui sanctionne, personne ne peut expliquer pourquoi, et puis surtout qui est juge et partie, qui est dans la chaîne de commandement du ministère de l'Intérieur, donc ça ne va pas. Donc il faut voir, par exemple, il y a le modèle britannique est assez intéressant, ça serait pas mal de voir un petit peu ce qui se passe dans les pays européens pour avoir une autorité indépendante, et je pense aussi qu'il faudrait créer... Alors il y a des autorités indépendantes, on a la défenseur des droits, mais elle n'a aucun pouvoir en fait. Et en plus, elle a été pourtant nommée par le président Macron, lequel a été le premier et le gouvernement à dénigrer ses travaux et ses propos. Donc bon, c'est bien compliqué. Mais je pense qu'il faut aussi il y ait des mécanismes de prise de témoignages, d'enquête indépendante pour la population. C'est-à-dire que n'importe quelle personne victime de violences policières, d'actes racistes, de remarques sexistes, puisse avoir la possibilité de déposer auprès d'une autorité indépendante, de témoigner, et que l'autorité indépendante fasse remonter ça. Ça n'existe pas aujourd'hui. Vous pouvez aller voir le défenseur des droits, mais il fait un rapport
à titre indicatif. Et aujourd'hui, quand vous voulez déposer plainte contre la police ou la gendarmerie, auprès de qui vous allez déposer plainte? Auprès de leurs collègues. Ça aussi, les gens ne vont pas les déposer plainte. Vous voulez vous déposer plainte contre un policier qui vous a frappé, qui a été raciste avec vous, et vous devez le faire auprès d'un policier. Il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est vraiment organiser la régulation du fonctionnement de l'institution police qui est importante. Et je pense aussi, et ça c'est presque un vœu pieux, mais je le dis le plus souvent possible, moi j'invite ce que j'appelle les bons flics, et ils sont nombreux, et je pense qu'ils sont encore la majorité dans l'institution police, à reprendre le contrôle de cette institution. Aujourd'hui, c'est les mauvais flics qui tiennent l'institution. C'est eux qu'on entend. Et c'est des syndicats qui ont des propos qui sont inacceptables. Et ces bons flics-là, je sais que c'est dur, je l'entends bien, mais ils doivent reprendre le contrôle de leur institution. Il faut qu'ils pèsent de nouveau dans le fonctionnement de l'institution. Parce qu'on a besoin d'eux, et c'est eux qui doivent être récompensés, c'est pas les mauvais flics. Donc il y a aussi un appel, un sursaut de tous ces bons flics. Moi j'en rencontre quelques-uns, j'en discute avec eux, ils sont d'accord sur le constat, mais ils se sentent tellement impuissants. Ils disent mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est là où il faut nuancer notre débat et ne pas être trop binaire. C'est-à-dire que moi je suis très critique sur le fonctionnement de la police, mais d'abord je le rappelle tout le temps, on a besoin de la police, et deuxièmement il y a beaucoup de bons flics, c'est ceux-là qui souffrent, et je les exhorte vraiment à reprendre le pouvoir de l'institution.